Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, un Quantum un peu spécial parce qu'il sera autour de ce qui s'est passé à Vivatech la semaine dernière. On s'est dit que c'était bien de faire un petit épisode parce que bien évidemment, il y a eu aussi du quantique là-bas et Olivier Ezrati y était et moi aussi. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Alors, on a laissé passer une petite semaine, le temps de digérer, d'essayer de bien voir toutes les annonces qui ont été faites, qu'on aurait pu rater sur le salon. En effet, il y avait du quantique et pas qu'un peu en fait, hein. On a pu voir déjà plusieurs de nos startups qu'on suit depuis le départ, disséminées sur plusieurs stands. Alors, il y avait quand même le CNRS qui avait une belle visibilité. Mais donc, bah oui, on avait donc Pascal, qui était un petit peu plus loin, mais qui est quand même venu sur le stand du CNRS pour certaines visites politiques. On avait Candela, on avait C12. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Qubit Pharma aussi, Qubit Pharma. qui était Donc, aussi sur le stand du CNRS. Oui. voilà. Donc, ils avaient quand même. Le CNRS a réussi à regrouper, à faire une belle thématique autour du quantique et a Il y fait avait, il venir y des avait même, il y avait politiques. même du périphérique quantique, puisque j'ai croisé Vincent Bouchia, qui est un chercheur de l'Institut Néel à Grenoble, qu'on connaît bien, et qui a cofondé une startup qui s'appelle GraphHeal, qui fait plutôt du capteur, en fait, du biocapteur, mais qui utilise probablement des technologies plus ou moins quantiques. Et je vais aller le visiter d'ailleurs à Grenoble en juillet. Bon, donc tu vas pouvoir nous raconter Et à ça. l'origine, c'était un gars qui a fait sa thèse avec Daniel Estève. Donc, comme quoi, tu trouves du quantique même à des endroits où tu t'y attends pas, quoi. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse définitivement cet arbre généalogique du quantique parce que Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. il y a vraiment des recoupements intéressants, mais on voit qu'il y a quand même des ramifications avec des troncs communs d'origine datant des années 80 qui ne sont pas anodines dans toutes les gens qu'on a rencontrés. Euh, donc oui, et donc on a eu entre autres justement des visites politiques. Est-ce que tu penses qu'il y avait une vraie volonté de faire un suivi du plan quantique qui a été annoncé en janvier? C'était assez marrant parce qu'ils ont fait le tour des startups, mais il y a quand même eu, j'ai l'impression, une matinée dédiée aux visites des startups du quantique. Peut-être pas exagéré. Hein. On a tendance, tu sais, non mais moi je suis très réaliste, on a tendance à avoir midi à sa porte. Hein. Donc chaque visiteur va essayer de chercher les startups ou les grandes entreprises qui sont liées à ce centre d'intérêt. Donc je suis sûr que certains ont dit que c'était le salon des transports parce qu'il y avait plein de trucs liés au transport, d'autres de la santé parce qu'il y avait Sanofi et quelques stands où il y avait quelques solutions dans ce domaine-là, d'autres de l'IA, d'autres je ne sais quoi, Ouais, des alors je ne te robots. parle pas de thématique du salon, je te parle Et vraiment des même, visites. mais justement je vais y venir. Cédric O, qui était le membre du gouvernement qui est resté pendant tous les jours sur le salon, il est resté 4 jours, il a visité, je pense, le salon de la tête aux pieds de fond en comble. Donc en fait, chacun peut dire Cédric O s'intéresse à ça ou ça. Ce qui est vrai d'ailleurs, il s'intéresse à tous les sujets du numérique, dont le quantique. Mais je pense que lui, comme d'ailleurs d'autres ministres comme Bruno Le Maire, Bruno Le Maire aussi est passé, oui. ont pris soin d'aller regarder un maximum de stands différents et de sujets différents. Et je pense que c'est normal. Leur rôle, c'est on va dire, de caresser dans le sens du poil les différents domaines d'activité des technologies. Euh, on, a, euh, on a un motto qui est celui de la deep tech. On veut que la France brille dans l'Europe dans les deep tech. Donc c'est normal qu'au minimum, ils s'intéressent à tous les domaines des deep tech. Il faut savoir que pendant le même temps, ils ont aussi bien mis en valeur les fameuses licornes. La même semaine que Vivatech, il y avait une réunion à l'Elysée qui était sur les scale-up, qui Oui, il y regroupait avait 150. Scale-up Europe aussi, Voilà, ouais. qui était une conférence qui avait lieu à la Station F le lundi de la semaine de Vivatech. Et, à cette occasion-là, d'ailleurs, j'ai même rencontré le secrétaire d'État belge du numérique, qui s'appelle Mathieu Michel. Et en fait, les 150 scale-up européennes qui avaient été invitées à cette conférence ont été invitées à l'Elysée en soirée. Donc en fait, voilà, il y a eu plusieurs thèmes qui se sont télescopés cette semaine-là, et le quantique en faisait partie. D'ailleurs, la même semaine, il y avait aussi l'annonce par Angela Merkel de l'inauguration du centre de calcul avec un ordinateur quantique d'IBM près de Stuttgart, le mardi, la veille du lancement de Vivatech. Oui, mais bon, tu as dit que celui-là, il comptait pas comme ordinateur Ah bah quantique, oui, hein. celui-là, tu vois, enfin, disons, il compte pas. C'est une machine à 27 qubits très bruitée. On en a déjà parlé, je crois. Je ne sais plus si on en a déjà Oui, parlé on dans en un a autre parlé un petit épisode. peu, mais vas-y, Et c'est une bon, pub. oui, c'est une annonce symbolique qui permet de faire de la com pour IBM, mais c'est pas très intéressant en absolu. C'est plus intéressant de parler de Pascal, notamment. Voilà, Pascal, sa levée de fonds de 25 milliards, parce que, alors, faut dire Millions, quand même que millions, juste millions. avant, millions, pardon, oui, je m'enflamme déjà. Euh,
juste avant Vivatech, en fait, la semaine d'avant, on a eu donc Pascal qui a levé 25 millions et C12, c'est quoi, 10 millions? Oui, tout à fait, c'est 10 millions. Donc, Plus des financements publics en plus qui s'y rajoutent dans certains cas. Donc oui, c'était deux bonnes nouvelles pour des startups françaises du quantique, sachant qu'on est dans une concurrence assez effrénée, puisque les très gros projets anglo-saxons lèvent énormément. Au-delà de Psyquantum qui a levé 508 millions en tout, on a les fameuses SPAC, les Single Purpose Acquisition Company, qui sont des manières un peu déguisées d'aller sur la bourse, mais sans passer directement par soi-même. Je passe par un fonds d'investissement intermédiaire. Et il y a eu la SPAC de IonQ, il y a une SPAC qui a été annoncée pour Honeywell, qui a spin-offisé sur l'activité quantique avec une fusion avec le CQC, qui est une start-up anglaise de logiciels. Il y a d'autres SPAC qui ont été lancées d'ailleurs dans d'autres domaines récemment. J'en ai découvert encore ce matin en vidant mes news. Donc oui, il y a eu beaucoup de nouvelles de ce type-là et le marché est en effervescence, c'est clair. bon, donc ça Et pour, continue à avancer. voilà. Mais Et pour alors, revenir à ta remarque sur Cédric, alors Cédric, oui, il a pris du temps pour aller voir les 4 startups qu'on a cités. Il est allé voir Pascal, Candela, C12 et Qubit Pharma. okay. Et le président, Emmanuel Macron? Alors le président, il a fait un tour de piste le mercredi. Il ne s'est pas arrêté officiellement sur un des stands où il y avait les startups quantiques, mais l'équipe de Pascal, qui est Maline, a réussi à lui mettre la maquette sous le nez sur son parcours. Et il les a reconnus parce que de toute façon, il les avait vus au C2N le 21 janvier dernier, au moment de l'annonce du plan quantique. Et comme il avait passé un bon quart d'heure avec Christophe Jurzac et Georges Olivier Raymond, bah, il a reconnu la maquette et il voyait bien ce que c'était. Il a une bonne mémoire. Donc voilà, donc j'ai réussi à lui dire un mot sur le passage, sur le quantique d'ailleurs. Chaque fois que je le vois, je parle de quantique. Mais non, il n'a pas eu le temps vraiment de s'arrêter là-dessus. Mais il a fait un discours que je n'ai pas entendu, qui était sur le sujet justement des scale-up. Et il était dans un panel qui a duré un bon 3 quarts d'heure avec 4 ou 5 chefs d'entreprise de scale-up. Bon. Alors, hormis du coup, donc les politiques, c'est bon, on a vu, ils sont passés, il y a eu un intérêt et on voit bien que ça continue à avancer. Hormis ces 4 startups, il y avait d'autres endroits où on pouvait trouver Oui, bah, il du y avait quantique. les panels, les conférences. Oui, Alors, alors moi il y j'ai en a un croisé par exemple premier. Elénie Diamanti dans les Voilà. allées, qui est venue me faire coucou, donc j'imagine qu'elle est intervenue et elle a raconté des Oui, choses alors elle est intéressantes. intervenue dans un cadre très précis qui était un panel qui était organisé par la région Île-de-France, dans leur studio, qui regroupait Christophe Jurzac du Fonds de Contonation, Georges-Olivier Raymond, qu'on ne présente plus dans la Startup De Pascal, et Valérie Pascal. Anguez, qui est le CEO de Candela. Et d'ailleurs, j'ai croisé à cette occasion-là Bernard Giry, qui est le conseiller de Valérie Pécresse, qui s'intéresse aux technologies, au numérique et donc au quantique, et qui aide beaucoup l'écosystème quantique par ses différentes actions, et dont ils ont d'ailleurs parlé pendant le panel. Donc c'était un panel d'une demi-heure. Alors, donc ça, c'est une très bonne initiative de la région Île-de-France qui met en avant ce qu'elle fait pour les startups du quantique, et d'ailleurs pas que les startups, le centre de calcul GNC, les grandes entreprises qu'elle encourage à monter des partenariats avec les startups, comme Pascal qui est partenaire de EDF dans ce contexte-là. Et puis moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à un panel qui est organisé par le salon lui-même, par Vivatech lui-même, et qui avait lieu vendredi dans l'après-midi. Et c'était un panel qu'on peut qualifier d'international, puisqu'il y avait dedans Ilana Wisby, qui est la CEO de Oxford Quantum Circuit, que j'avais eu l'occasion de rencontrer en novembre dernier pendant la QCB organisée par Jean-Christophe Goujon de BPI France, et qui est une start-up qui est concurrente d'IBM en fait et de Google, puisqu'ils font des qubits supraconduteurs. Alors ils utilisent une technologie qu'ils appellent les coaxmon, qui est une sorte de dérivé des transmon qu'on trouve un peu partout dans les qubits supraconducteurs. Et bon, bah voilà, ils ont une histoire, une technologie qui est censée être plus scalable que celle d'IBM, et ils y croient. Donc elle faisait partie de ce panel. Il y avait Georges, toujours Georges-Olivier Raymond de Pascal, donc qui a fait, je pense, un très bon Vivatech, il était partout. Oui, il Euh, était partout, on l'a vu partout. Ouais. voilà. Et puis j'ai croisé un gars que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler, qui s'appelle William Hurley, qui est le fondateur de StrangeWorks, qui est une start-up américaine qui est basée à Austin, au Texas. Bon, Ouais. j'ai dîné avec lui le soir même. Et en fait, il a deux originalités, ce gars-là. À l'origine, déjà, bon, on va dire que c'est un geek multicasquette, un peu comme toi, qui a fait plein de choses dans la vie, au-delà de cette start-up qu'il a créée il y a quelques années.
mais il est l'auteur d'un livre de 24 pages sur le quantique qui s'appelle Quantum for Babies, donc qui est en gros une version zippée sur 2 bits de mon bouquin de 700 pages. 24 pages, c'est pas beaucoup, hein. Donc ça doit expliquer ce que c'est que la superposition avec 0 et en même temps. J'ai pas eu l'occasion de feuilleter, mais ça doit être. C'est comme Julien Bobroff, hein. C'est Julien Bobroff zippé aussi, quoi. Julien Bobroff, il fait des livres de 250 pages qui sont pas mal, mais très vulgarisants, là, pour les bébés. Et sa startup qui s'appelle StrangeWorks ne cible pas les bébés, pas du tout, ni les parents. Elle cible en fait les développeurs de logiciels quantiques et elle propose en fait un environnement de développement en cloud qui va permettre de cibler toutes les machines quantiques disponibles sur le marché, ainsi que les ordinateurs qui font de l'émulation pour exécuter ou tester ces programmes. Et ils sont partenaires d'IBM à ce titre-là. Voilà, c'est un acteur qui compte, hein, dans le monde du logiciel quantique, dans les outils de développement, quoi. Donc c'est très intéressant d'avoir cette discussion avec lui l'après-midi et la soirée. Alors attends, parce que je vais mettre en pause l'enregistrement parce que chez moi, tu es figé. Voilà. Et pour conclure sur le panel, il faut savoir que ce n'était pas une première de Vivatech. Rappelle-toi, quand on a fait Vivatech en 2018, on avait croisé des gens de Microsoft à l'intervenant de D-Wave. Donc Vivatech a mis en valeur le quantique, je dirais presque avant que ce soit à la mode, on pourrait dire. Oui, ça commençait déjà. Et justement, c'était intéressant de voir que ça monte tout doucement en puissance voilà. et qu'ils gardent le cap. Et en 2019, ils avaient même fait un panel de Women in Quantum dans lequel Maud Vinet était intervenue. Il y a 2 ans. Donc voilà, ils ne sont pas à leur première tentative de Non, c'est pas leur coup d'essai du tout. Et rappelle-toi, en 2018, il y avait sur le stand d'IBM, il y avait aussi un chandelier de l'ordinateur quantique d'IBM. On avait croisé J'ai un magnifique selfie devant et on avait bien discuté avec le monsieur qui connaissait très bien son chandelier. Je me souviens très bien de cette discussion. Pas de Gunam, il me semble, de nom. Et en fait, les organisateurs de Vivatech, que je rencontre de temps en temps, oui, ils ont toujours envie de valoriser tous les champs des deep tech, et pour eux, le quantique en fait partie, et c'est pour ça que régulièrement, ils se posent des questions sur comment valoriser ça correctement. Alors, la session à laquelle j'ai participé, elle était intégrée dans un track qui durait 2 heures, qui couvrait les deep tech en général. Après nous, il y avait Luc Julia de Renault, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs, qui parlait d'IA évidemment. Il y avait le robot Spot Mini qui était démontré sur scène, dans le studio. Par Intuitive Robotics, donc, qui est une boîte en fait, qui a obtenu l'autorisation de vendre ses robots sur l'Europe, je crois. Mais sans le bras qui est au-dessus. Oui, mais en fait, c'est le Spot Mini, si je ne me trompe, hein, qu'on voyait. C'est pas le gros. Hein, c'est le Spot Mini de Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai, si je ne m'abuse, après être passé dans les mains de SoftBank et de Google. Puis de Google, et oui, ça s'est baladé quand même. Personne n'arrive à ça. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Il fait rêver beaucoup de monde. Les algos de robotique dynamique qui à l'intérieur sont passionnants et sont ultra efficaces, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce robot quand même, hein. C'est un peu le mistigris de la robotique, tout le monde se refile. C'est assez marrant. Ouais, mais c'est celui qui reste le plus prometteur quand même, quelque part, dans les mouvements et dans la capacité à garder l'équilibre, etc. C'est vrai que quand tu regardes par rapport à tout ce faux, il y a une vraie différence, hein. Tu as toute la robotique classique, tout ce qui était Nao, justement, chez SoftBank, Romeo et tout. C'est vraiment, on a des moteurs et on déploie tout pour faire avancer. Donc, il faut... Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est on recalcule pour empêcher le déséquilibre et faire avancer le truc. Donc, il y avait aussi Buddy, le robot de Blue Frog Robotics, qui était sur le stand de Huawei, si je ne m'abuse. Exactement, lui aussi il se balade, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup Rodolphe Hasselwender, son CEO, mais il n'y en a toujours pas en vente, quoi. On n'a toujours pas vu le modèle définitif, et ça fait quand même maintenant 4-5 ans. Ça rappelle Nao à ses débuts avec Bruno Maisonnier qui disait en 2006, en 2007 vous l'aurez, et puis bon, finalement on a pu l'acheter en 2010. Bon là, Rodolphe est en train de dépasser la durée de sortie C'est un peu ça qui est dommage en robotique, c'est que c'est souvent des promesses, et Dieu sait que j'adore la robotique et que j'aimerais bien que tous ces robots sortent pour de vrai, mais qu'on a à chaque fois une limitation technique, des limitations de composants, des erreurs stratégiques qui sont faites, et que voilà, quoi, le produit n'est pas là. Donc, on les voit sur les salons, ça fait bien parce que ça vend bien dans les médias, parce que c'est joli, ça fait des images, c'est mieux qu'un software, hein, à vendre.
Mais par contre, le quantique va plus vite pour le coup, Alors je justement, je vais trouve. revenir au quantique. Il y a un point qu'on n'a pas creusé assez, c'est que j'ai vu dans les commentaires, ils disaient oui, il n'y avait pas d'ordinateur quantique. Mais non, il y en avait quasiment un, puisque de toutes les startups qu'on a évoquées, il y en a une qui était venue avec son matériel, qui était Candela. Oui, Et donc, exactement. Valérie Anguez et Nicolo Sonachi, les deux cofondateurs avec Pascal Sonnellard de cette boîte, ils sont venus avec Prometheus, qui est leur rack qui est tout bleu, dans lequel il y a en fait principalement les composants qui servent à générer les fameux photons uniques qui sont la technologie d'origine de Candela, qui avait été élaborée dans le laboratoire de Pascal Sonnellard au C2N à Mm. Palaiseau. Et avant Palaiseau, c'était ailleurs, je crois, mais enfin depuis presque 20 ans. Et il montrait en fait comment ce rack allait intégrer à terme la partie calcul. Parce qu'en fait, le rack, ce qui est compliqué dans le rack, c'est qu'il y a évidemment un ordinateur qui pilote l'ensemble, comme dans n'importe quel ordinateur quantique. Il y avait un écran, il montrait les photons qu'il peut générer. Il y a ensuite le générateur de photons, qui est cryogénisé, donc qui est en bas, Mhm. avec un petit frigo qui le refroidit à, je crois, de l'ordre de 4 Kelvin. Et la partie calcul, elle va être dans un chipset qui est grand comme un processeur Intel, qui va être rajouté au système. Et derrière, il y a des détecteurs de photons qui permettent de mesurer les résultats des calculs. Donc en fait, ce qu'on voyait, c'était quasiment la forme finale d'un ordinateur quantique photonique. Ouais, et c'est pas très gros en fait, hein. Ah, C'est c'est un ça, rack, ça tient ça sur un rack de 19 pouces fait, à ouais, peu ouais, près de largeur, standard ou plus ou moins standard. Et donc ça donne une idée concrète de à quoi ça ressemblait, sachant que Candela a dans ses plans de faire, je ne sais plus, entre 10 et 20 qubits d'ici quelques temps, à base de photons. Alors plutôt à base de ce qu'on appelle des photons uniques, donc ce qu'on appelle les variables discrètes. C'est une des technologies de gestion de photons. Et, Mhm. euh, et ils ont beaucoup d'ambition dans ce domaine-là, et ça fait partie de leurs objectifs à la fois de R&D et de croissance, c'est-à-dire de créer C'est un quoi? ordinateur quantique à base de photons. Ils en sont à 2 photons là, c'est ça? Et ils espèrent arriver à 4 d'ici début 2022? Ah, en Est-ce qu'on fait, peut dire leur ça? source, c'est pas comme ça qu'on peut l'exprimer d'un point de vue technologique, en tout cas d'après ce que j'ai compris, parce que là, je viens de travailler pendant 2 semaines sur la photonique pour mettre à jour mon J'allais te livre. poser des questions après, mais je voudrais déjà que tu répondes à Euh, celle-là. non, mais celle-là, je vais t'y répondre. Donc, c'était quoi la question? 2 à 4 début Ouais, ouais, 2022, ouais, est-ce ouais. que c'est à peu près leur En roadmap fait, pour en fait pouvoir faire le calcul et l'ordi? il faut séparer le problème en deux parties. Leur générateur de photons, qui s'améliore de jour en jour, il a des caractéristiques qui vont lui permettre d'alimenter un certain nombre de photons, donc au-delà de la dizaine et de la vingtaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une source qui est très brillante, qui a un très grand rendement. Et leur source, elle a un rendement qui est lié à la fois aux quantum dots, qui servent à générer les photons uniques à partir d'excitation d'un atome qui est piégé dans une structure semi-conductrice par un laser. Et donc ça, c'est optimisé, ça a un rendement qui est supérieur à 97% ou 99%, je ne me rappelle plus. Et après, le photon que généré, il doit traverser un polariseur et ensuite, il doit alimenter une fibre optique. Et ils ont à la fois trouvé une technique qui en prend un état de l'art du marché mondial, qui est d'optimiser le polariseur pour éviter qu'on perde la moitié des photons, Mhm. en faisant en sorte que les photons qui sont émis par le quantum dot soient lui-même déjà polarisés. Comme ça évite d'en perdre la moitié quand tu passes par le filtre polariseur. Et puis après, la grande difficulté qu'on rencontre quand on fait des photons avec des quantum dots, c'est qu'il faut alimenter la fibre optique. Et donc, jusqu'à présent, des techniques qui étaient consacrées, d'ailleurs, c'était notamment c'est celle qui est utilisée par leur concurrent qui s'appelle, donc j'ai oublié, Sparrow Quantum, qui est une société hollandaise, je crois. On utilise ce qu'on appelle un microscope confocal. Donc, c'est comme un microscope qui va regarder le photon qui est émis par le quantum dot, et à partir de là, on alimente une fibre. Et donc, ça crée beaucoup de pertes en ligne avec de l'optique. Et eux, ce qu'ils ont trouvé comme méthode, c'est une méthode qui consiste à carrément, on va dire, je vais exagérer un peu, mais coller la fibre sur le générateur de photons avec un alignement qui est précis à l'atome près pour faire en sorte que le photon aille directement dans la fibre, sans perte. Et grâce à ça, D'accord. il y a une déperdition qui est beaucoup moins grande dans la génération du photon, dans l'émission dans la fibre, et après la fibre va pouvoir alimenter un système de photonique qui fait du calcul. Et là, à partir de là, on va répliquer le photon éventuellement, on va utiliser des miroirs biréfringents, enfin tout un tas de techniques. Et ce dont dépend Candela maintenant, c'est de la sous-traitance pour la fabrication des circuits de photonique qui vont faire la partie calcul. Puis après, ils vont utiliser des détecteurs du marché qui vont détecter et faire du comptage de photons en sortie de calcul. Donc en fait, le fait de passer à 6, à 10, à 20 qubits va dépendre en fait de la spécification et de la fabrication du composant qui fait le calcul, qui est en fait un circuit photonique, où les photons vont circuler dans, on va dire, dans des circuits optiques
en général fait sur du silicium ou d'autres types de matériaux semi-conducteurs. Donc voilà les enjeux technologiques pour ce genre de boîte. D'accord. Et alors pour revenir, on reviendra après à la photonique C'était la justement. minute technique de la journée. Ouais, mais c'est bien, mais j'en ai une autre du coup. C12. Oui. Parce qu'on voit bien que les premiers qui vont pouvoir sortir sur leur techno, c'est Pascal. Candela pourrait arriver un peu après avec peut-être un peu moins de qubits, mais en tout cas, il est en train d'arriver aussi. C12, du coup, on peut se donner une roadmap de combien de temps, tu penses Oui, la roadmap qui sont donnés, c'est de l'ordre de quelques années. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ils en sont à peine au pré-prototype à 1 ou 2 qubits sur un composant. Leur technologie, elle est hybride. Elle consiste d'abord à s'approvisionner en nanotubes de carbone, qui sont des structures atomiques cylindriques qui sont toutes petites, de quelques atomes de large, et dans lequel, en fait, via un circuit semi-conducteur, on va envoyer un électron qu'on va piéger. Et c'est cet électron qui va être le support physique du qubit pour le calcul, avec ce fameux état 0 et 1. Et le travail consiste à non pas fabriquer les nanotubes, mais ils savent le faire, ils ont ce qu'il faut pour le faire, mais il consiste surtout ils à ont un trouver four, moyen. ils ont un four où ils font des espèces de Voilà, chips de carbone qui se recourbent et voilà. qui font un tube. Ça, j'ai bien Voilà, retenu. ils ont leur propre four pour faire du prototype qui est basé au LPENS, qui est un laboratoire de Normal Sup à Paris. Mais en fait, la technologie, elle consiste aussi à faire des composants, on va dire silicium, qui intègrent des éléments supraconducteurs pour avoir très peu de résistance à la circulation du courant. Et ces composants semi-conducteurs, ce sont eux qui vont faire circuler l'information qui sert à piloter l'électron. Et c'est ce qu'on appelle les micro-ondes. En fait, c'est des micro-ondes dans un régime qui est de l'ordre de 15 à 25 GHz. Et c'est des micro-ondes qui sont générés pour l'instant par des générateurs de micro-ondes qui sont externes au frigo, externes au qubit, et qui ont vocation à être miniaturisés sur le long terme. Et donc leur travail, c'est de faire la puce en silicium ou en matériau hybride sur lequel ils vont mettre leur nanotube pour contrôler le spin d'électrons qui est piégé dans les nanotubes. Donc il y a quand même pas mal d'intégration dans tout ça. Donc je pense qu'ils vont être capables de faire quelques qubits d'ici quelques temps, mais ça prendra du temps. Ils en sont encore au travail de laboratoire pour moi. Ce qu'on appelle un TRL très bas. TRL, c'est-à-dire Technology Readiness Level, qui est le niveau de maturité d'une technologie. Quand on est à 1, on est à l'idée du chercheur dans le labo. Quand on est à 9, c'est vendu, ça marche. Puis entre les deux, il y a une gradation. Ouais. Donc, on va ça dire commence déjà à être bien. Quand on arrive à 4 ou 5, c'est déjà bon signe. À 4 ou 5, c'est qu'on a une preuve de concept dans un labo. Quoi. Et après, voilà. Quand on arrive à 7 ou 8, et on se rapproche de la commercialisation. Quoi. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que C12 est plutôt assez bas dans cette échelle. Je ne peux pas les mettre à un endroit très précis, ils sont plutôt assez bas. Pascal est plutôt, on va dire, aux 2 tiers, puisqu'ils sont pas loin de sortir une machine complète qui va ils sont en fait. 6-7. Voilà, ils sont 7, ouais, c'est ça, à peu près 6-7. Donc une machine complète qui permettra de faire des tests, faire des proof of concept de logiciels, puis après, ils industrialiseront. Donc, c'est des étapes à franchir. Et Candela, en fait, c'est hybride, parce que sur leur générateur de photons, on peut considérer qu'ils sont à 8-9, c'est qu'ils le vendent déjà, le c'est une vendent. technologie qui fonctionne bien. Mais c'est une techno qui est composant, ils le vendent pas déjà, oui, ils ont déjà des clients. Non, mais l'ordinateur quantique photonique, il a 3 parties. Il a le générateur de photons, c'est un truc qui existe, ils le vendent. Il y a des détecteurs de photons, ça existe, ils l'achètent pour l'intégrer dans leurs produits. Et il y a au milieu la puce photonique, en gros, qui vont faire fabriquer sur mesure dans différents endroits. Ils ont des partenariats potentiels avec des sociétés en Hollande. Le CEA pourrait jouer un rôle là-dedans. Il y a plusieurs acteurs du marché qui pourraient jouer un rôle là-dedans. Donc, il y a un travail d'intégration de technologies qui sont de niveaux de TRL variés, en fait. TRL très élevé pour le détecteur de photons et pour le générateur de photons. On va dire TRL un peu plus bas pour les circuits de calcul. Et après, il y a l'ensemble qu'il faut intégrer pour que ça tourne. C'est intéressant aussi pour les investisseurs parce qu'une boîte comme Candela, du coup, même s'ils n'arrivaient pas à créer un ordinateur quantique à long terme, en tout cas, leurs composants les rend rentables puisque ça, on va en trouver dans plein d'autres domaines. Et, ça intéresse les chercheurs déjà, ça intéresse les chercheurs en premier lieu. En tout cas, ceux des chercheurs qui ont besoin de photons uniques de ce type-là, parce qu'il y a d'autres types de photons qui peuvent être générés avec d'autres technologies. Et aujourd'hui, d'après la littérature, y compris des papiers qui ont été publiés cette année, les générateurs de photons de Candela font partie vraiment des best-in-class mondiales
en termes de qualité, de régularité, de ce qu'on appelle en américain c'est imprononçable, indistinguishability. C'est le fait que ils sont indiscernables. C'est des photos indiscernables. C'est-à-dire que chaque photon qui est émis à la queue Ouais. de l'E est vraiment identique au précédent. Ils ont tous les mêmes caractéristiques quantiques et on ne peut pas les discerner. Et Ok. notamment, on peut les additionner, on peut générer des interférences avec eux. Et le fait de pouvoir gérer des interférences entre deux photons indistinguables, c'est très intéressant parce que c'est ce qui rend possible le fait d'exécuter des portes quantiques en photonique avec plusieurs qubits. Alors que si les photons n'étaient pas bien discernables, on ne pourrait pas faire des portes quantiques comme ça. Alors il y a d'autres techniques avec ce qu'on appelle les variables continues qui permettent de faire des portes à plusieurs qubits. C'est tout un univers, la photonique, hein, pour le calcul. Et Mais c'est marrant d'ailleurs, parce qu'au début, ce n'était pas le domaine sur lequel tu croyais le plus. Et plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a des possibilités, non? J'ai l'impression. ouais, en fait, bon, ce dont je me suis rendu compte, il y a plusieurs choses dont je me suis rendu compte. La première, déjà, c'est que c'est un monde un peu à part. Et les 26 pages là, que je viens de terminer pour mon bouquin illustrent bien ça. C'est vraiment un monde à part. C'est-à-dire qu'une fois que tu as étudié les qubits à atomes froids ou les qubits supraconducteurs, tu dis, bon, ça va, j'ai compris, les qubits, les états et tout. Et en fait, quand tu te mets à regarder la photonique, tu reprends tout à zéro. Tu as des modèles mathématiques différents, en tout cas au niveau de la physique. Hein. Tu as même des Mhm. modèles d'implémentation de qubits qui n'ont rien à voir avec les qubits classiques. Tu as des modèles de programmation qui sont dépendants de ces modèles physiques. Tu as des systèmes. En fait, un des problèmes que les qubits photons génèrent et qui implique des conceptions architecturales complètement différentes, c'est lié au fait que les photons, ils vont se déplacer physiquement dans un circuit. Et comme ils se déplacent physiquement dans un circuit, la taille du circuit, elle est finie. Mhm. Au sens où il va traverser des portes quantiques, puis une fois qu'il a traversé ces portes quantiques, il arrive à un détecteur de photons et on regarde le résultat, ce qui fait que ton nombre de portes est limité. Et Ok. alors que si tu utilises des qubits supraconducteurs au silicium, tu envoies des microns sur le qubit, tu en envoies autant que tu veux, un modulo la décohérence et les erreurs qui font qu'au bout d'un certain temps, ça part en sucette, mais en gros, tu n'es pas limité d'un point de vue logique par le nombre de portes que tu peux exécuter. Et la correction d'erreur, Ouais. d'ailleurs, permet d'éviter ce syndrome-là, puisque la correction d'erreur, elle rallonge la durée efficace d'usage d'un qubit. En temps Mhm. normal, chez IBM, par exemple, on a une durée qui est d'ordre de 100 microsecondes, Ouais. et avec la correction d'erreur, on pourrait durer des heures, en fait. Et donc, Ah, quand exécuter même. un nombre de portes plus ou moins arbitraire. Ça, c'est la théorie. Il faut savoir que dans le calcul de photons, les puces qui existent aujourd'hui, elles alignent en général entre 3 et 5 portes à la queue leu. Et il y a même des cas, comme chez Psyquantum, où je crois qu'ils en ont une seule. Alors, ils remplacent le fait qu'il n'y en a qu'une ou deux en profondeur par la largeur. On en met plein en parallèle. Et on utilise une technique qui s'appelle Measurement-Based Quantum Computing, qui est une technique qui permet en fait de faire du calcul en parallélisant énormément le traitement sur une profondeur de porte quantique qui est extrêmement faible. Donc bref, tout est D'accord. différent. Et alors, sachant que la zoologie des qubits photons, c'est qu'il y en a plein de différents. Il y a les qubits à variable discrète. En gros, c'est des photons qu'on utilise un peu comme des particules. On les envoie, on les compte un par un, quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les photons à variable continue, qu'on utilise d'ailleurs aussi dans les télécommunications quantiques et la crypto quantique. Alors, ceux-là, on utilise, quand on les génère, des variables qui, comme leur nom l'indique, sont continues. On mesure la phase, l'amplitude, avec des nombres réels, quoi, en gros. Et la technique de programmation est complètement différente. Le type de porte qu'on génère avec n'est pas tout à fait le même. On peut imaginer faire de la simulation quantique avec, un peu comme le fait Pascal. Et bref, c'est une technique entièrement différente. Voire même, il y a des rigolos qui s'amusent à hybrider les deux techniques, qui mélangent des photons pris comme des particules et des photons à Ouais. variable continue qui sont plutôt des photons pris comme des ondes. Et on mélange un peu les deux. Bref, quand tu te plonges dans la sauce de ce machin-là, mais t'es paumé, quoi. Il faut tout réapprendre. Donc c'est pour ça que les photoniciens, c'est un peu un club dans le club, quoi. Mais c'est prometteur. C'est prometteur. Alors de là à dire telle technique va dépasser telle technique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Non, bien sûr. intéressant. Non, De toute non, mais façon, c'est intéressant de voir que elle a vraiment son intérêt et que vraiment, voilà, ils sont dans la course et que c'est passionnant. Et oui, oui, on parce que les photos, reviendra. on reviendra dessus avec d'autres intervenants dans nos décodes quantum, mais il y a, il y a tout un tas. En fait, ce qui se passe dans les qubits, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de qubit parfait. Pas au sens qubit sans erreur. Il n'y a pas de technologie de qubit qui n'a que des avantages et pas d'inconvénients. C'est-à-dire que tu prennes le supra, le silicium, les photons, les atomes, ils ont tous
autant d'avantages que Voilà. d'inconvénients. Donc, j'ai des Le, tableaux où il y en a autant des deux côtés, mais ce n'est pas les mêmes. Ce pas voilà. les Et mêmes avantages et les mêmes inconvénients. le moins pire serait le fameux de Marjana que cherche Microsoft, mais qui n'a toujours pas été vraiment trouvé et Ah, que c'est du pas le coup, moins ça pire, empêche de hein. Pour faire l'instant, c'est le pire puisqu'il n'existe pas. Donc, il ne faut pas Oui, mais exagérer non plus. sur le papier, mathématiquement, théoriquement, ce serait celui qui a le moins de problèmes et de décohérence et de stabilité, de bruit, tout ça, quoi, Il a des problèmes de décohérence, mais comme c'est des qubits dits topologiques, on est capable de contourner le problème avec de la correction d'erreur qui est intégrée directement dedans. voilà. Mais fondamentalement, je pense que le jour où on aura des prototypes de qubits topologiques, dans lesquels Majorana est juste une des variantes, je Mhm. pense qu'on découvrira qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients comme tous les autres qubits et Comme tous les on autres. sera limité par d'autres techniques, d'autres raisons techniques. Donc, ouais, il ne faut pas Bon. croire. Non, En non, 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 gros, mais c'est intéressant, mais très c'est ce qui est équilibré. dit. OK. C'est voilà, c'est comme si on avait plein de bicyclettes différentes avec, mais il y en a, ils ont des grandes roues, mais avec des petites chaînes, d'autres des grandes chaînes avec des C'est la petites pub de la vache roues qui rit. C'est la pub de la vache qui voilà et rit. Vous savez. exactement. Mais alors, On j'en conclus quelque chose néanmoins. J'en conclus vas-y. que comme ils ont tous des avantages et des inconvénients, peut-être que la voie qui va être choisie par ceux qui vont réussir, ça sera des hybridations des techniques, pour ne garder que ce qui est bien de l'un et que ce qui est bien de l'autre. C'est une vue de Est-ce qu'on va l'esprit. pouvoir le faire? Mais c'est J'en- pas bête. Il y a des domaines où c'est possible de l'imaginer, par exemple sur le lien entre les mémoires quantiques et le calcul quantique, où les Mhm. technologies qui vont servir à la mémoire quantique ne sont pas les mêmes forcément que celles qui vont servir au calcul, et comme pour les télécoms. Et donc, rien que dans le triptyque mémoire, calcul et télécom, il y aura de l'hybridation. C'est à peu près sûr. Donc, je pense que les gagnants, ils vont savoir faire de l'hybridation. Bon, écoute, en tout cas, ça reste super passionnant et ça nous ouvre encore de belles optiques pour faire plein d'émissions de quantum. Il y a de quoi faire, oui. On va revenir encore un petit peu, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle et je voudrais juste finir sur le sujet. Moi, j'ai fait le tour de quelques grands groupes et je suis allée essayer de sonder qui s'intéressait au quantique, etc. On a interviewé, alors vous l'aurez très bientôt sur French Web, le Décode Quantum avec Marc Porcheron d'EDF qui explique lui pourquoi ils se sont lancés vraiment dans la recherche de use case et dans la recherche de l'informatique quantique pour le groupe EDF. Lui, il juge qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il faut y aller maintenant. À côté de ça, moi, par exemple, j'ai rencontré Johan Boukhorst de NJ New Ventures, hein, qui s'occupe des fonds. Je suis allée voir s'ils avaient des startups là-dedans ou s'ils s'y intéressaient. Alors, c'est marrant, pas du tout. Comme quoi, deux grandes marques dans l'énergie n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Eux, ils pensent que c'est trop tôt et ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va marcher. Toi, est-ce que tu as vu d'autres groupes justement et est-ce que tu en connais comme EDF qui s'inscrivent là-dedans? Moi, je trouve qu'en France, il y a un peu d'attentisme dans les grandes entreprises. Quand je compare avec le marché anglais, américain ou allemand, il y a vraiment, voilà, le quantique, c'est une bête un peu curieuse. La plupart des grandes entreprises françaises en sont encore au stade de la veille techno, si on regarde de l'extérieur ce que ça fait. Les entreprises comme Total et EDF qui expérimentent, qui testent, qui développent, qui embauchent des chercheurs sont encore trop rares en France. J'espère que ça ne va pas persister, perdurer. J'espère que les entreprises françaises vont se ressaisir parce que c'est comme d'habitude, hein. Bon, certes, il y a parfois des vagues technologiques dont il faut se méfier. Il y en a quelques-unes qui sont dans cet ordre-là pour moi, mais là, cet excès d'attentisme me semble un petit peu risqué, quoi. Ouais, un petit peu risqué. Et c'est Alors pas c'est que, et pareil, moi d'ailleurs, je fais. c'est d'ailleurs pas que dans les entreprises, c'est aussi chez les éditeurs logiciels, y compris parmi les plus gros, qu'il y a encore de l'attentisme. Donc, bon, j'espère que ça va changer dans les mois ou les Dans années les qui mois à viennent. venir. Alors, Donc moi il y j'ai avait une pareil. entreprise, il y avait une entreprise un peu particulière sur le salon, qui n'est pas une entreprise, qui était la DGSE, sur laquelle il y avait un joli panneau sur la cryptographie quantique, quand même. Oui, et puis on sait que le ministère des Armées, par exemple, met des billes sur Pascal. Donc, l'Agence Innovation Défense avait aussi son stand, hein, là, quoi, le Tout ministère à des fait. Armées, Ouais. où il présentait des innovations.
J'ai pas vu qu'il y en avait, sur le quantique. En Non, tout cas, c'est c'était un pas peu sur le tôt, mais quantique. en tout cas, il y a un investissement et eux regardent. C'est intéressant de voir que dans la défense, ils sont bien au fait sur le sujet, qu'ils ont vraiment l'air d'y aller, et de se poser des questions. Donc ça, c'est au moins une bonne chose. Après, voilà, moi, je suis allée sonder un petit peu LVMH. Alors, ça n'a rien à voir, c'est grand écart. On va se dire qu'est-ce que viendrait faire le luxe, la cosmétique là-dedans. Mais moi, je pense que dans la simulation, justement, de la cosmétique ou de matériaux, il y a quand même des enjeux qui pourraient être phénoménales. Et quand on sait ce qu'ils mettent là-dedans et dans tous les tests qu'ils créent, qu'ils font, moi, je serais à leur place, je commencerai à regarder. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a encore du boulot d'acculturation à faire sur le sujet et qu'avec des grands industriels, on pourrait faire avancer la machine française et européenne dans cette Hum, course. Donc, hum. Il faudrait voilà. aussi que les grandes entreprises françaises fassent de la recherche. Il n'en faut pas toujours autant qu'il en faudrait, hein, c'est le problème. Ouais, mais bon, regarde des groupes comme L'Oréal, des groupes quoi, on en a quand même justement qui L'Oréal s'y sont. intéresse au quantique, hein. Je suis intervenu Ouais. chez eux il n'y a pas longtemps. Ils s'y intéressent, ne serait-ce que parce que dans la cosmétique, tu as besoin de faire de la chimie. Alors, oui, oui, bah oui, mais c'est pour ça. Mais justement, Euh, est-ce que tu as comme ça une liste de grands groupes? On sait que Total, ils en ont fait ou ils en font un peu quand Au même total, bah aussi. oui, ils ont une équipe pilotée par. J'ai oublié son nom. Mais il y avait Philippe Cordier, Henri Calandra, Marco Ah, mais donc, Hansik. on a Il y a une Total, équipe, il on y a a une équipe. L'Oréal, on a, on Il y a a les donc banques. Alors les banques s'y intéressent, mais EDF. d'un peu loin. BNP, la Société Générale, la Banque de France font de la veille dessus. Elles ont commencé à créer une communauté de gens qui s'intéressent au sujet, mais n'ont pas vraiment lancé de prototype, contrairement à des banques ou des sociétés d'investissement aux États-Unis. Dans l'industrie généraliste, les constructeurs automobiles ont l'air un peu passifs pour l'instant. Disons qu'ils sont en train de regarder ça comme du champ de faïence. L'industrie de la chimie en France n'est pas très développée, même si elle appartient à l'étranger maintenant. Les, les ex-Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, tout ça, c'est devenu des filiales de boîtes étrangères, Mhm. à ma connaissance en tout cas. Euh, donc oui, il y a Sanofi qui a investi dans une start-up qui s'appelle Akemia, qui fait ce qu'on appelle la computational chemistry, mais qui pour l'instant n'est pas encore une start-up réellement dans l'univers des technoquantiques. Ils font de la simulation de phénomènes quantiques, mais avec du calcul classique pour l'instant. À terme, j'imagine qu'ils font du calcul quantique au minimum hybride avec du Pascal, mais voilà, donc Sanofi investit là-dedans. Bon. Mm. Eh bien, écoute, merci Olivier. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Oui, Vivatech. parce que Vivatech, il n'y avait pas que du quantique, peut-être pas exagéré quand même non Non, plus, mais bon, nous, notre mais, émission, c'est mais, Quantum, donc mais c'est bien de. j'ai trouvé une start-up qui a un lien avec le quantique de manière Ah, métaphorique. Alors, c'est une start-up qui s'appelle le pas pondu. Alors, je sais pas, on va pas la voir là, mais c'est dommage. Le pas pondu, c'est pas mal parce que c'est un peu un ordinateur quantique, le pas pondu, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore, vraiment, hein. Voilà, là on le ouais. voit, le pas pondu. Alors, le pas pondu, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf artificiel. Et j'ai trouvé ça sur le Mhm. stand de la région Île-de-France qui les a aidés. Donc, c'est l'alternative végétale qui remplace l'œuf dans vos recettes. Donc, ça permet d'éviter d'embêter les poules, entre autres. Et, et donc, ça permet de faire des œufs. Alors, avec quoi? C'est avec des protéines végétales, évidemment. On en a vu des produits comme ça, c'est comme les steaks, viande hachée, Oui, viande de on porc, de avait, bœuf, on avait testé au CES. Beyond Meat au CES qu'on avait testé. Donc ça, j'en ai entendu parler de l'œuf artificiel. Alors, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Le jaune est crédible, le blanc un peu moins. C'est assez marrant. Le jaune est bien jaune comme il faut. Le blanc, il est un peu gris, donc c'est pas, j'irai pas faire de l'omelette avec. Éventuellement des crêpes, mais de l'omelette peut-être pas encore. Mais voilà, donc c'était marrant. Mais c'est sympa, quoi. Ça fait partie de tous ces projets qui sont un peu green tech, orientés vers l'environnement, Oui, etc. Est-ce que ça Mais peut sauver la planète, tout ça? le pas Ouais. pendu pourrait être un nom d'ordinateur quantique. On va retenir, on va déposer ça à l'INPI. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Olivier pour ce énième quantum. Je sais plus, je crois que c'est le On a fait passer le 30e. 30, hein. Je crois que c'est le 30e. Donc, c'était une édition un petit peu spéciale. On espère que ça vous a intéressé. Et puis, ben, on se retrouve d'ici 15 jours pour la suite de l'actualité quantique et on reprendra le 15 jours, c'est le fil. 14 juillet, on sera en vacances, là. Non, Ouais, on va peut-être faire une pause estivale, tiens. C'est je une veux bonne bien, idée. fin juillet, je veux bien, mais là, au milieu juillet, je serai en vacances. Et après, ah si, je Pour une sais ce fois que que je c'est vais toi faire. qui, pour une fois que Non, c'est toi mais qui va dire non à un quantum, c'est non, bien. non, je vais pas dire non. Moi, je te donne rendez-vous fin juillet parce que je vais revenir d'une semaine de visite des laboratoires de Grenoble Voilà. et je vais voir beaucoup de monde là-bas
dans tous les domaines imaginables du Donc, tu quantique. vas avoir plein de choses à nous raconter. Normalement, oui, enfin ça dépend. Évidemment, il y a des choses qui ne se disent pas dans les rencontres, mais il y a une partie des laboratoires dont je pourrais parler sur ce que j'ai vu de leurs travaux. Mais oui, Donc, je suis sûre que tu auras des choses à raconter. voilà. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. On se retrouve très vite. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Et bronzer quand il ne pleut pas. Non, mais moi, je pense pas. Ciao.